Bonjour. Suite à mes dernières vidéos, mes tympans ont beaucoup sifflé et certains petits noms d'oiseaux gazouillent encore à mes oreilles. Il semblerait qu'un certain nombre de personnes tombent dans le piège dialectique du système et adoptent ce raisonnement binaire et sans nuance, obligeant chacun à choisir son camp entre le mal absolu, officiellement décrété, et tout le reste qui par opposition est forcément le bien, peu importe le nombre de morts et de dommages collatéraux, ne laissant notre case aux gens pour se définir que celle de méchants nazis ou celle de gentils immigrationnistes. Il devient courant de confondre en ces temps ubuesques où les mots sont plus sévèrement condamnés que les actes, la critique, voire le simple constat, avec la haine. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion en Australie, près de la grande barrière de corail, de voir un crocodile de beaucoup plus près que je n'aurais voulu. Est-ce que le fait de le percevoir comme dangereux signifie pour autant que je n'aime pas les reptiles? Certainement pas, car j'aime beaucoup les reptiles. De la même manière, ce n'est pas parce que je perçois, au-delà d'une masse critique, les musulmans comme socialement dangereux pour la France, que je n'aime pas les musulmans ou que je suis islamophobe. Le phobe évoquant une peur irraisonnée, alors que tout comme devant mon crocodile, la dite crainte est au contraire tout à fait fondée et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Un musulman, à l'instar de n'importe qui, ayant tendance à se comporter différemment selon qu'il est tout seul ou que ses co-religionnaires sont des milliers, des millions ou majoritaires. Et quand dans les années 70, le musulman de base, qui était plutôt sympa, ne se sentait pas espionné par ses congénères et ne subissait pas la pression sociale du groupe, ceux que je connaissais buvaient de la bière, étaient plus que laxistes sur le ramadan et ne se préoccupaient pas du halal et autres subtilités. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'islam, qui ne représente qu'une partie de l'immigration, est un bouc émissaire pratique. Ce qui ne veut pas dire pour autant que son évolution tant quantitative que qualitative n'a fait pas un problème sérieux. On a fait ça lui pendant plus de 1500 ans, les musulmans n'apportent rien au pays en tant que musulmans, et si tous les musulmans, loin s'en faut, ne sont pas des terroristes, tous les terroristes récents sont des musulmans. Donc statistiquement, moins on aura de musulmans, moins on aura de terroristes, comme en témoigne l'absence d'Allahu Akbar enthousiaste en Pologne. Pour autant, à trop focaliser dessus sans avoir ni les moyens ni le droit de régler le problème, on joue le jeu du système qui fait monter la pression dans la cocotte minute tout en nous interdisant de la relâcher avant qu'il ne donne le signal de la guerre civile contre l'ennemi qu'il nous a choisi et on perd de vue les autres éléments du puzzle. D'où vient donc cette propension de la France, laquelle a toujours été une terre d'accueil sous réserve d'assimilation, à accepter des Français plus, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas que Français et donc inassimilables, tout en leur donnant les mêmes droits et avantages que les Français moins que nous sommes par comparaison, les laissant profiter de toutes les largesses qui sont la résultante d'un mode de vie et d'une culture, tout en s'en affranchissant et donc en mettant par le deux poids deux mesures qui en résultent, les dits culture et mode de vie ainsi que les avantages qui en découlent, d'autant plus en péril que leur mode de vie à eux est différent, voire antinomique. Avant la Révolution, ça n'existait pas. Et derrière la Révolution, il y a, c'est un fait historique, la franc-maçonnerie, elle-même résultante d'influences de pays hostiles à la France, tels la perfide Albion, de doctrines libérales poussées par le capital et d'influences mystiques et religieuses dont une partie hébraïque, notamment au travers de la Kabbale, hostile au catholicisme. Je laisse à chacun le soin d'élaborer sa propre théorie complotiste sur qui tire réellement les ficelles et comment cet imbroglio s'articule, sachant que la destruction des nations européennes arrange tant ceux qui la souhaitent pour des raisons eschatologiques que ceux qui en ont eu besoin, certains faisant partie des deux équipes, pour imposer l'économie spéculative qui repose en partie sur le hold-up réalisé en 1913 par la création de la réserve fédérale américaine, la fameuse Fed, qui n'est ni fédérale ni américaine. Il est incontestable en tout cas que la dite révolution est le bébé des francs-maçons, lesquels ne s'en sont jamais cachés et même s'en enorgueillissent. C'est par ailleurs facile à confirmer, tous les révolutionnaires de l'Assemblée constituante étaient francs-maçons, que ce soit le duc d'Orléans, Montesquieu, Fouché, Condorcet, Lafayette, Mirabeau, La Rochefoucauld et même Marat, Robespierre, Danton ou encore l'inventif docteur Guillotin. Ces universalistes forcenés avoueraient, par définition, l'idée de nation. Aussi, après avoir décapité le roi, qui était le premier facteur d'unité du pays, ils ont mené une guerre sans merci à la religion qui en était un autre. Une religion qui avait déjà passablement renié ses fondamentaux, se découvrant peu à peu un penchant suicidaire pour l'œcuménisme qui trouvera sa conclusion logique avec Vatican II quelques siècles plus tard. C'est en effet un prêtre, l'abbé Grégoire, qui servit de caution morale aux révolutionnaires qu'il est supposé avoir convaincus pour ouvrir une première brèche dans la braderie de la nationalité en prenant ce qu'ils avaient sous la main, à savoir les Juifs, autobouc émissaires d'excellence, et en faisant dès le 27 septembre 1791 les premiers Français plus. Chose sanctuarisée par Napoléon qui, même s'il était impossible de confirmer qu'il était franc-maçon comme au moins 3 de ses frères, portait quand même officiellement le titre de protecteur de la franc-maçonnerie.
Il est à noter qu'une des conséquences de l'accession des Juifs à la politique résultante de leur accession à la nationalité a été le décret du très breton Crémieux, ami du dit abbé Grégoire, donnant aux Juifs et à eux seuls la nationalité française en Algérie, faisant des Arabes des citoyens de seconde classe et semant du coup les graines d'une grande partie de nos emmerdes actuelles. Notons au passage que Napoléon III, lui, voulait donner la dite nationalité à tout le monde et que c'est une des raisons de sa chute, l'idéal ayant été, de mon point de vue, de ne la donner à aucun. Chaque groupe a un pouvoir de nuisance collectif quand il prolifère dans un autre pays. C'est aussi le cas des Français, pas plus aimés que ça à l'étranger car condescendants, radins et rouspéteurs, et qui voient leurs défauts synthétisés par ces carles touristes du troisième âge, pour beaucoup issus de ces générations d'égoïstes auxquels on doit mai 68, tristement célèbres pour se jeter sur les buffets gratuits comme si on venait de les libérer d'un camp de la mort, se resservant jusqu'à se faire péter l'estomac, laissant ensuite leurs assiettes à moitié pleines pour avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Il est clair que quand, comme c'est prévisible, des groupes de Français pour fuir un vivre ensemble invivable auront tendance à s'expatrier en Europe de l'Est, il ne faudra pas longtemps pour que les autochtones commencent à y trouver à redire. De même que les musulmans, les juifs sont souvent eux aussi tout à fait charmants individuellement et ne demandent qu'à vivre leur vie sans emmerder personne. Et je n'ai absolument rien contre mon dentiste ou mon avocat. Mais si le comportement des musulmans change en fonction du nombre qui est leur force, selon leur modèle évolutif RK, à l'opposé, celui d'une partie des Israélites change selon son influence, laquelle découle de l'obtention ou non par la minorité la plus fanatique et sioniste d'entre eux, qui, rappelons-le, croit qu'en provoquant la fin des temps, elle fera venir le Messie qui la fera maître du monde, d'un vernis suffisant de légitimité pour s'introduire dans les sphères du pouvoir en se demandant tous les matins, comme l'a déclaré Strauss-Kahn, qu'est-ce que je peux faire pour Israël, tout en profitant au passage pour nous donner moult leçons et consignes délétères qu'elle se garde bien de s'appliquer à elle-même. Quand un Sarkozy dit qu'il faut relever le défi du métissage, personne ne bronche. Mais qu'en serait-il si on disait qu'Israël doit relever le défi du métissage? On ne le saura jamais, et pour cause. Dans tous les cas, en laissant aux uns la possibilité de s'installer en nombre et aux autres celle de nous influencer par les médias et la politique, on est pris en tenaille, comme à chaque fois que ces deux forces collectives, encore une fois je fais bien la différence avec les individus, tout en se haïssant cordialement, peuvent travailler de concert pour s'en prendre à une culture d'essence catholique, comme dans les débuts de l'Empire ottoman ou encore en Espagne avant qu'Isabelle de Castille ne siffle la fin de la récréation. Même si la révolution maçonnique a mis le ver dans le fruit, une nation millénaire, ça ne crève pas comme ça. Alors après avoir génocidé les plus chouans d'entre eux, on a transformé les paysans attachés à leur terre et par essence conservateurs qu'étaient les Français en esclaves salariés déracinés par la révolution industrielle avant d'en massacrer une génération entière avec la boucherie de 14-18. Pour autant, l'étranger qui ne voulait pas s'assimiler était encore instantanément perçu et les réflexes séculaires ont abouti aux années 30 et un de mes collègues végétariens, un certain Adolphe, plutôt conciliant avec l'islam, mais pas vraiment fanatique des juifs, des francs-maçons et autres. Grâce à sa contribution aussi mémorable que lamentable, s'est installée la religion de la Shoah et nos dernières défenses immunitaires ont été explosées puisqu'il n'est plus possible de critiquer un juif, serait-il pervers sexuel ou pédophile, sans vouloir de facto en tuer 6 millions. Il n'est plus possible non plus de défendre la nation sans être un nazi et encore au moins de préférer sa propre race et même de simplement vouloir sa survie, voire de juste prononcer le mot. Ce n'était pas encore suffisant pour tuer le sentiment national, alors le libérateur américain qui avait largement financé le dit Hitler et dont les usines implantées en Allemagne n'ont jamais été bombardées, entré au dernier moment dans la course après que les Russes aient fait le gros du boulot et que la guerre était déjà gagnée pour nous refiler ses jeans et ses chewing-gums, nous a transformés en consommateurs acculturés. Histoire de parachever le grand œuvre, Vatican II, pour redorer le blason d'une église à l'attitude pour le moins ambiguë vis-à-vis du susnommé Adolphe, a offert ses bijoux de famille sur un plateau et le ciment des valeurs morales avec elle, préparant le terrain pour mai 68, histoire de mettre fin, le littéralement pas catholique comme Bendit en tête, aux sources gauliennes de ce pays qui décidément ne voulait pas crever. On va donc en profiter par le biais du féminisme pour décourager les femmes de se reproduire tout en leur vendant l'avortement de masse comme une libération, faisant entrer dans le pays tous les ans un nombre d'immigrés légaux cyniquement équivalent au nombre des 10 avortements. Puis après avoir, par les lois Fabius-Guessou et suivantes, officialisé l'intouchabilité du peuple auto-élu, certains de ses membres ont étendu le même privilège à tout ce qui n'est pas français par l'entremise de SOS Racisme, ouvrant plus grande encore la porte à l'invasion, chez nous principalement musulmanes, comme ils le font partout, sauf chez eux, avec l'appui du grand patronat qui voyait là une occasion inespérée de peser à la baisse sur les salaires. C'est réalisé que par l'augmentation sensible du chômage qu'il est en résulté, le privant d'une partie de sa clientèle, le capitalisme de production qu'il représentait allait tomber sous la coupe du capitalisme spéculatif.
Un grand patronat donc soutenu dans sa démarche au nom de l'antiracisme par les organisations et syndicats de gauche qui ont bonne mine à présent quand ils défilent dans la rue avec leur mine renfrognée. Gauche influencée, sûrement une coïncidence, par les très auvergnats Marx et Trotsky. Il ne restait plus alors qu'à priver ce qui restait de la France de ses frontières en la dissolvant dans la gangue de l'Union européenne voulue par les Américains, comme l'a brillamment démontré Asselineau, sans aller jusqu'à expliquer que les 10 Américains dont il est question n'étaient pas vraiment des cow-boys du Texas. Toutes les banderies étant plantées avec en prime une pincée de théorie du genre afin d'éviter qu'un accident de l'évolution ne produise un homme viril qui pourrait se lever en renversant la table, il ne reste plus alors qu'à porter l'estocade en ouvrant toutes grandes les vannes et en accueillant en masse ces pauvres migrants encensés par la chanson qui représente même pas ironiquement la France à l'Eurovision. Ce qu'il faudrait faire pour retrouver la maîtrise du pays me semble couler de source. Opter pour la démocratie directe et déconnecter la politique de la finance en sortant de ce système représentatif et électif qui lui est par nature assujetti. Décréter un moratoire immédiat sur l'immigration, interdire comme en Islande la circoncision rituelle sur mineurs, tout faire pour amener le nombre de musulmans et autres cultures halogènes à une proportion raisonnable, interdire l'accès aux francs-maçons, aux membres de réseaux de même nature, ainsi qu'à tous les binationaux, à la politique, la fonction publique et à toute entreprise qui dépend de l'État ou sous peine de les perdre touche des subventions de sa part, ce qui inclut les médias, la presse et le cinéma. Certaines de mauvaise foi ou trop conditionnées par le lavage de cerveau de l'éducation nationale verront là un retour au port de l'étoile jaune qui, pour la petite histoire, a été inauguré en 1222 par les Anglais qui obligeaient les Juifs d'Oxford à la porter. Mais c'est à des années-lumière de ce que je propose, surtout que les francs-maçons mis à part, lesquels, quand ils ne sont pas coincés par des renvois d'ascenseurs divers plus ou moins compromettants en retour des menus services qu'on leur a rendus, peuvent parfaitement, comme je l'ai fait il y a très longtemps, cesser de l'être, tous les autres ont la possibilité, sans être inquiétés, s'ils ne souhaitent pas se faire une place dans la société civile, de retourner dans leur pays d'origine ou de faire leur alliance. Mon souhait étant juste que les Français cessent d'être des Français moins dans leur propre pays, reconnaissant à tous les pays du monde le droit d'en faire autant. Dans tous les cas, que ceux dont les réflexes conditionnés se sont déclenchés et qui n'écoutent déjà plus ce que je dis, trop occupés à crier à l'abomination, se rassurent, sauf à faire une nouvelle et improbable révolution, compte tenu du verrouillage complet du système et du lavage de cerveau des masses, tout cela restera à l'état de spéculation divagatrice et les crocodiles, accueillis à bras ouverts, ne sont pas prêts de mourir de faim. Merci de liker et de partager, à vos risques et périls. Je ne prétends pas détenir la vérité, juste donner un avis honnête, logique et argumenté, basé sur mes connaissances qui sont loin d'être universelles. Donc, que vous soyez d'accord ou non, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description de ma chaîne YouTube, plus résistante à la censure. Je vous dirai bien à bientôt, mais là...